Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Georges Kuzmanovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement République Souveraine, un mouvement créé en 2018. Vous défendez une souveraineté populaire et je cite simplement une phrase tirée de la première page de votre site. Contrairement à ce que 4 décennies de propagande en faveur de la mondialisation, de la concurrence débridée et de la poursuite sans fin des profits individuels ont pu laisser croire, la souveraineté du peuple français n'appartient pas aux partis politiques d'extrême droite et elle ne constitue pas non plus un repli sur soi. Je vais vous interroger sur cette petite partie juste après avoir salué Didier Maistre. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes si loin de nous, mais si près de nos cœurs. Ouais. Mais voilà, mais vous savez, moi j'ai pas les points. Nous avons les points déliés, mais on pourrait peut-être s'en servir. C'est vrai. Hein. Alors, c'est pas comme Monsieur Macron qui a ses petits poings serrés dans des gants photoshopés. ah bah voilà, bon, on va en parler tout à l'heure, ça va vous faire plaisir. Georges Kuzmanovic, comment classe-t-on votre mouvement République Souveraine sur l'échiquier politique ? Il est à la gauche républicaine. Gauche républicaine, d'accord. Voilà, assez classique. Parce qu'on voit... Gauche radicale, oui. au sens premier du terme radical. Ouais. Donc attaché à une plus juste répartition de la richesse au service public. Mais aussi comme une longue tradition à gauche qui a été malheureusement oubliée par une bonne partie de la gauche d'aujourd'hui, attaché à la nation, patriote. Voilà. Quel est votre héritage politique si vous deviez... Est-ce qu'il y a une filiation avec une idéologie particulière, il y a le gaullisme, parce qu'il y a quelque chose de gaulliste quand même dans votre... Mais si on prend les politiques français historiques, ça va bien sûr être la Révolution française, donc l'ensemble du comité de salut public, ça va être aussi une partie de l'aventure bonapartiste, mais bien évidemment ça va être Jaurès, ça va être Clémenceau, ça va être cette gauche-là, ça va être Pierre Mendès France, ça va être Léon Blum. Ça, c'est évidemment également De Gaulle, dans cette logique du coursier national de la résistance, qui a bâti les piliers de la République dans laquelle nous sommes. Voilà notre héritage et nos racines. Vous l'avez créé en 2018, ce mouvement. 2019, pardon. Pourquoi l'avoir créé ? Mais écoutez, avant, j'étais à la France Insoumise, et la France Insoumise a totalement changé sa ligne sur l'Union européenne, et sur d'autres sujets, en particulier sur la question républicaine, les valeurs républicaines, qui pour moi sont essentielles. C'est leur droit, moi je n'ai pas changé. Et donc, avec d'autres qui se sont sentis un peu en déshérence, nous avons créé ce mouvement, République Souveraine. Et s'il y a besoin de le classer encore plus précisément, on peut dire que c'est chevènementiste aussi. C'est-à-dire que la grande figure récente, c'était Chevènement. Voilà où nous en sommes. À un moment donné, Jean-Luc Mélenchon a incarné un peu cette ligne, jusqu'à la présidentielle 2017. Ouais. Jusqu'à la présidentielle 2017. Et puis, voilà. Après, c'est parti un petit peu à volo. Didier Maistre. Oui, comment vous expliquez que la gauche traditionnelle, mais aussi bien aujourd'hui toute la gauche, qu'on avait retrouvée d'ailleurs dans le vote contre la Constitution européenne, cette gauche-là n'a pas disparu. Pourquoi ? Et comment se fait-il qu'elle n'est plus incarnée aujourd'hui par des mouvements représentés à l'Assemblée nationale ou des partis politiques de premier plan ? Elle est quand même incarnée par le Parti communiste français. On peut ne pas aimer toutes les positions du Parti communiste français, mais que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ce sont des gens qui font un travail sérieux au service des Français les plus en difficulté et à la défense des services publics. Donc ça existe toujours. Même s'ils ont des pudeurs de gazelle envers l'Union européenne, qui nous prive de notre souveraineté. Alors, je vous dirais, ça pourrait être très très long d'expliquer pourquoi on en est arrivé là, mais on en est arrivé là parce que le chef de file de la gauche, le Parti socialiste, a pendant des décennies trahi l'idéal socialiste pour construire une Europe néolibérale et à laquelle on a abandonné notre souveraineté. Donc ça a entraîné toute une partie de la gauche, et spécifiquement certains pans qu'on retrouve chez Emmanuel Macron, ou à ELV. ELV se présente à ces élections européennes
où nous allons aller d'ailleurs sous une bannière Oui. qui s'appelle Nous le peuple, pas seulement avec Luc Souvrenne, mais Nous le peuple. C'est annoncé d'ailleurs, vous présentez, enfin vous avez... Oui, on est en train de constituer une liste. D'accord. Et puis bon, vous savez, c'est des problèmes financiers Oui. forts. Il faut quand même, ça coûte près d'1 million, donc Oui. ce n'est pas si simple. Et puis on veut faire une liste où il n'y ait pas évidemment que des gens de RS, mais des gens venant d'autres horizons politiques ou des citoyens. Parce que ça serait une liste citoyenne. On espère que la moitié n'auront pas, d'attachement politique spécifique comme beaucoup de Français. Oui. Vous auriez pu échanger par exemple avec Nicolas Dupont-Aignan, Philippot, qui sont plutôt classés à droite, mais quoique je crois que Florian Philippot n'aime pas trop qu'on le classe à droite, mais ce sont des personnalités avec qui vous auriez pu passer des accords ou pas? Monsieur Philippot, pas du tout, parce que. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a une manière d'aborder certains problèmes qui est d'abord totalement non scientifique. Moi, je suis cartésien, je suis français. Et il est très, très, très fixé sur lui-même. Mais par contre, on discute avec beaucoup d'autres. Nous avons organisé à Nîmes, d'ailleurs, avec Julien Aubert, d'Oser la France. On a co-organisé des rencontres de la souveraineté qui ont très très bien marché. Il y avait des gens qui étaient des anciens de la France insoumise jusqu'à Nicolas Dupont-Aignan, avec qui on discute. Donc, voilà. Très bien. Didier Maistre. Oui, alors avant d'aller plus dans la composition de votre liste, vous parliez de ces pudeurs, évidemment, de la gauche vis-à-vis de l'Union européenne notamment. C'est quand même étonnant parce que, y compris, c'est vrai, le Parti communiste qui fait un bon boulot, c'est vrai, avec des députés présents qui travaillent en commission, etc. Ils font un constat assez radical sur l'Union européenne, et puis au moment de la remettre en cause, personne ne veut jamais remettre en cause cette Union européenne. Alors, peut-être que les mots font peur, n'abordons pas le champ lexical, Frexit, Brexit, tout ça, ça peut faire peur et ça peut se comprendre, mais pourquoi ne pas remettre en cause finalement ce qui est l'essentiel de nos mots quand on regarde le démantèlement de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie, de notre souveraineté au plan plus large. On identifie le mal et on ne veut pas utiliser les remèdes. C'est étonnant ça quand même. Mais ce n'est pas notre cas justement. Donc je ne vais pas les défendre, je ne suis pas leur avocat, il faudra leur poser la question. Il y en a à gauche et même au Parti socialiste qui se rendent bien compte qu'on va dans le mur avec non pas le concept d'Europe, mais cette Europe spécifique, cette Union européenne-là telle qu'elle est construite. Mais ils se sont perdus dans... ils se sont fait une illusion en disant que ce mantra qui est répété maintenant par la France insoumise, c'est changer l'Europe de l'intérieur. Bon. Mais, pourquoi pas dans l'absolu, on pourrait changer plein de choses de l'intérieur, sauf quand les règles de cet intérieur-là font qu'on peut rien changer. Jusqu'à présent, ça a été plutôt l'Europe qui a changé les gens de l'intérieur. Exactement. Oui, c'est tout à fait juste. Mais vous, alors, du coup, dans la liste citoyenne que vous êtes en train de constituer, vous assumez clairement cette position de devoir que la France doit sortir de l'Europe, de cette Union européenne au plus vite. Nous assumons le fait que la France doit reconquérir pleinement sa souveraineté, quel que soit le moyen pour y parvenir. C'est le petit problème qu'on peut avoir avec certains qui défendent la souveraineté de la France. Ils ont une fixation sur le Frexit, qui est un moyen parmi d'autres, s'il est nécessaire. D'ailleurs, à une époque, justement à la présidentielle de 2017, nous défendions avec Jean-Luc Mélenchon l'idée du plan A, plan B. Ouais. Et c'était cette Europe, on la change, A, ou on la quitte, B. Donc on avait toujours cette arme. Ouais. Mais moi, je suis une des personnes qui a compté dans notre construction idéologique, c'est Coralie Delhomme. Que vous connaissez sûrement, qui a beaucoup analysé le fonctionnement de l'Union européenne et qui malheureusement est décédé d'un cancer foudroyant il y a très peu de temps et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Nécessaire souveraineté, c'est son dernier livre.
Et elle part sur une ligne qui est la nôtre. En fait, ce qu'il faut, c'est détruire cette Union européenne-là. C'est pas juste la quitter. Il faut qu'elle disparaisse pour créer autre chose derrière, d'autres relations bilatérales et multilatérales. Et notre modèle, pour le moment, c'est, pour ceux qui connaissent, le traité de l'Élysée de 1963 du général de Gaulle, voulu par le général de Gaulle, qui avait fait le plan Fouché qui n'a pas été accepté, mais ce traité de l'Élysée se proposait de construire une Union européenne des nations et des peuples, où les États membres ont leur souveraineté en dernier recours et le dernier mot. Voilà. Oui. Et ce traité avait été signé d'ailleurs en 63 par le chancelier Adenauer. Et il stipulait clairement qu'il ne fallait pas qu'il y ait le GATT. Alors le GATT, c'était l'ancêtre de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Qu'il ne fallait pas qu'il y ait les États-Unis et qu'il ne fallait pas qu'il y ait l'OTAN. Oui. Or, peu de temps après, sous pression américaine, le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, rajoute dans le préambule de ce traité de l'Élysée le GATT, c'est-à-dire l'OMC, l'OTAN et les États-Unis. Et c'est bien la plaie qu'on a depuis des décennies. C'est que tous ceux qui fantasment une Europe puissance, une défense européenne, pourquoi pas ? On peut imaginer un projet européen, mais il est impossible tant qu'on a cette contrainte géopolitique, c'est-à-dire être suiviste de Washington, et cette contrainte néolibérale qui fait qu'on ne peut pas avoir de politique de type gaulienne sur 20 ans de planification qui nécessite parfois un peu de protectionnisme justement pour protéger nos entreprises, nos industries. Voilà. On a la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais dans les grandes lignes, c'est un peu aussi ce que défend Jordan Bardella, par exemple. Non ? Cette Europe des nations, des peuples... Il me semble, justement, j'ai pas l'impression que, pas plus que d'autres qui sont au Parlement européen, quand on regarde les votes du Rassemblement national, ils soient sur cette ligne. Ils peuvent le dire. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous le dis, il y a des gens à gauche qui ne cessent de dire « C'est pas bien, cette Union européenne, elle ne rend pas bien, il faudrait vraiment changer. » Et quand on voit leur vote, on dit « Mais sérieusement, vous faites quoi ?» Oui, il y a les paroles et les faits. Il y a les paroles et les faits. Vous disiez, après je repasse la parole à Didier Maisto, vous disiez tout à l'heure que ce qui vous avait fait quitter LFI, en gros, c'était la vision de l'Europe de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Oui. Il y avait d'autres sujets sur lesquels vous n'étiez pas forcément d'accord ? Non, mais celui-là entraîne, c'est la question de la souveraineté. S'il est essentiel ou pas essentiel, entraîne toute une série d'autres questions. Et puis je vous ai dit, moi je suis un républicain laïque. Ce que n'est pas... il n'est plus. Donc il ne doit y avoir aucune place pour la religion dans l'espace public. C'est ce que nous avons imposé au catholicisme politique en France, dans une lutte qui a duré plus d'un siècle. On l'a imposé au judaïsme. On ne voit pas pourquoi il ne serait pas imposé à l'islam ou aux évangéliques qui sont aussi en train de ramper, de s'installer en France, financés par les États-Unis. Donc des gens qui veulent modifier nos modes de vie et nos valeurs en fonction de leur perception du religieux. Bon, ces gens-là doivent être contraints. Et d'ailleurs, à une époque, Jean-Luc Mélenchon était extrémiste. Il ne voulait même pas de voile dans la rue. C'était même pas dans la fonction publique, c'était dans la rue. Bon, il a changé. C'est son droit, mais voilà, moi, c'est aussi une différence importante entre moi et eux. Didier Maisto ? Oui, c'est vrai jusqu'en 2017, il y avait une certaine ligne. Même en 2022, je dirais, dans le programme, que tout le monde a salué, y compris les différentes oppositions, qui étaient bien ficelées, bien écrites, et qui avaient le mérite d'être un peu global. C'était quelque chose c'était pas simplement une addition de mesures programmatiques. Oui, mais Didier, avant 2022, il y avait déjà 2019, et en 2019, novembre 2019, il y avait la marche contre l'islamophobie, alors que quelques années avant, Jean-Luc Mélenchon défendait le droit à être islamophobe. Alors, j'allais y venir. Ça n'a pas apprécié une religion, pas une personne qui est d'origine de religion musulmane. Ce sont deux choses bien différentes, puisque dans un cas, c'est du racisme, dans l'autre, c'est ne pas apprécier les religions en général. Alors justement, j'allais y venir, 2017, 2019, 2022, et puis aujourd'hui, rapidement, et on l'a pu le voir aussi, ça a choqué quelques-uns, depuis le 7 octobre, ça s'est accéléré. Est-ce que c'est, selon vous, du clientélisme ? Pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il a renoncé
à tous ces principes. Est-ce que c'est un problème? En quoi c'est un... Alors, ça crée un espace pour vous, bien sûr, mais en quoi c'est peut-être un problème plus large pour la République française et la démocratie? Est-ce que ça ne va pas entraîner tout le monde sur cette pente un peu glissante? Mais je vous dis, je pense que déjà depuis 2018-2019, la voie est ouverte pour une formation de gauche républicaine qui a été un courant fort de la politique française et que je pense pourrait rassembler. Donc pour nous, cette voie existe déjà. Maintenant, je ne suis pas là pour expliquer pourquoi est-ce que la France insoumise fait ce qu'elle fait ou ils disent ce qu'ils disent. Je pense qu'il y a une part de clientélisme. Il y a aussi une part de bêtise, car la plus grande partie des cadres de 2017 ont été remplacés beaucoup par des jeunes qui viennent de Sciences Po Paris, et donc il y a une idéologie qui est très, très woke, très pas du tout connectée à l'histoire et la tradition de gauche française, mais à la gauche américaine, donc il y a ces problématiques et ces lubies, et qu'il ramène en France. Maintenant, la France insoumise a également raison, non pas dans son incapacité à dire que le Hamas est une organisation terroriste qui a fait un acte parfaitement abominable le 7 octobre, mais elle a raison de dire que ce que fait aujourd'hui le gouvernement d'extrême droite israélien est complètement délirant avec la population de Gaza. Maintenant, tout le monde le dit, en fait. Et ça n'est possible que parce que... Il faut noter que même les États-Unis, ce matin, vont demander un cessez-le-feu à l'ONU, une résolution de cessez-le-feu. Bon, oui, mais là, c'est encore une fois, c'est un mensonge. Le seul pays qui fait que tout ça peut continuer, c'est les États-Unis. Personne d'autre. Non, mais là, pour une fois, non, c'est le feu. Ah oui, non. En fait, il y a moins de 3 semaines, un seul pays a voté contre le cessez-le-feu, Didier Maisto, au Conseil de sécurité de l'ONU, c'était les États-Unis. Donc là, maintenant, ils envoient Kamala Harris dire « Oh mon Dieu, c'est terrible, il faut un cessez-le-feu ». Ils ont leur sénateur Schumer qui dit « Il faut un cessez-le-feu ». Il déclare ce matin qu'il faut un cessez-le-feu. Mais il suffit qu'ils arrêtent de livrer les munitions à Israël et le cessez-le-feu se fait automatiquement. Là, maintenant, ils ont également parlé de construction d'un port qui va prendre 60 jours. Mais si, pour amener de l'aide humanitaire, mais dans 60 jours, tout le monde sera mort, à ce rythme-là, vu la situation de famine. Et il suffirait de passer par la route. Pas besoin de construire de port. Mais le gouvernement actuel israélien ne veut pas, et les États-Unis ont bien évidemment toute l'attitude de leur imposer cela. Donc ils se payent de mots, et ils se payent de mots pourquoi? Parce qu'ils ont une élection qui arrive, et qu'ils sont en train de perdre sur cette question-là une partie de la jeunesse et les universités américaines qui votent censément démocrates, qui votent généralement démocrates, et là ils sont en train de le perdre sur cette question. Donc je pense que ce sont pour le moment des mots, alors qu'ils pourraient prendre des mesures très concrètes. Mais est-ce que c'est pas aussi la question qui empoisonne la vie politique française, cette façon de prendre parti pour un camp ou pour l'autre, alors que est-ce que c'est pas le signe d'un manque d'indépendance, y compris mentale, de la part de certains nombres de militants, d'hommes politiques et même de journalistes? Parce qu'on peut très bien dire que, évidemment, la politique de Netanyahou est insupportable et qu'il y a du suprémacisme israélien et que les territoires occupés et que les ripostes ne sont pas adaptés et que Netanyahou est un cinglé qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas dire en même temps que le Hamas est un mouvement terroriste qu'il faut condamner de la façon la plus nette? Est-ce que c'est pas choquant? Mais nous on le fait très bien. Est-ce que c'est pas choquant, Georges, d'avoir des gens qui font 1 minute de silence pour les Palestiniens et qui n'ont jamais fait 10 secondes de silence, alors que nous avons encore des compatriotes franco-israéliens ou français pris dans le Hamas, pris en otage. Bien sûr, mais je suis pas là pour défendre encore une fois la France insoumise. Vous leur posez des questions. De mon côté, nous, c'est ce que nous avons fait. Nous avons immédiatement condamné le Hamas, qui de toute façon est une organisation terroriste qui se sert de la cause palestinienne pour construire un califat. Donc, c'est clairement dit dans leur charte. Ils auraient pu... ils ont massacré toute une partie de la gauche palestinienne dans la guerre de 2006-2007.
Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'ils ont été quand même très largement soutenus et par la CIA et par le Mossad, justement pour être un contrepoids face à l'OLP avec laquelle Israël négociait. D'ailleurs, très récemment, Netanyahou avait dit qu'il faut financer, c'était une information ouverte, que c'était bien de financer et de soutenir le Hamas, comme ça fractionnait l'OLP. Bon, on voit la responsabilité qu'il a, y compris dans ce qui s'est passé de facto le 7 octobre, mais je ne comprends pas pourquoi certains ne peuvent pas dire que le Hamas est une organisation terroriste. Et d'ailleurs, tout le problème de la situation actuelle à Gaza, c'est qu'on a des dingues des deux côtés, des fanatiques religieux, des dingues des deux côtés, qui ont envie que les autres disparaissent. Donc c'est vraiment pas des bonnes bases, bien évidemment, pour discuter. Et oui, Didier, je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire de cela que c'est un gouvernement d'extrême droite qui est en train de toute évidence de mener une opération de nettoyage ethnique d'envergure, une très grande envergure, et en même temps de dire que la Hamas est une organisation terroriste qui massacre des gens. C'est pourquoi, quand je vous parle de ça, c'est pas pour que... Voilà, oui, je sais, il va y avoir le flash à 9h. C'est pas pour que vous fassiez l'exégèse des partis politiques qui ont failli, mais c'est pour vous permettre en creux, face à des moments d'actualité internationale et nationale très très forts, qui divisent la société française, de dire les choses comme vous le faites. Et d'ailleurs, je dois très clair. On rappelle, on n'arrête pas de dire sur beaucoup de plateaux qu'on se bat, d'ailleurs on se bat pas, j'espère encore contre les Russes, en Ukraine pour défendre les valeurs. Étonnamment, ces valeurs ne comptent pas pour le Haut-Karabakh et le nettoyage ethnique qui a été réalisé. Visiblement, ces valeurs ne comptent pas trop quand une population civile est au bord de la famine à Gaza, et ne comptent pas beaucoup parce que là, on va commémorer plutôt le 25e anniversaire du bombardement de la Serbie avant la guerre du Kosovo. Il y a eu en 1995 un nettoyage ethnique. C'était les Serbes de Krajina qui ont été chassés. Bon, c'est très très difficile d'avoir une position de défense des valeurs quand on ne les défend pas à chaque moment. Georges Kuzmanovic, on poursuit cet entretien juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, il est 9h. Ligne droite. Vue de haut. Avant de redonner la parole à Didier Maisto, on dit bien Kuzmanovic, parce que depuis tout à l'heure je m'emballe. Idéalement on dit Kuzmanovic, mais... Kuzmanovic, voilà. je ferai attention, merci beaucoup. Didier Maisto, je vous passe la parole. Alors, moi, je vais vous appeler Georges, comme ça. Voilà, c'est plus simple. Ou Georges, comme disent vos amis. Alors, en fait, vous avez mis le doigt sur cette expression qu'on entend à l'envi, qui est répétée sans arrêt, les valeurs européennes. Tout ce qu'on fait, tout ce que font les dirigeants, c'est au nom de nos valeurs. Alors moi, peut-être que vous êtes plus cultivé, plus intelligent, plus pertinent que moi. Moi, sûrement d'ailleurs, je n'ai toujours pas réussi à définir quelles étaient les valeurs européennes. Première question, est-ce que vous pouvez les définir? Et deuxième question, on a parlé là dans le flash du sabotage des gazoducs Nord Stream. Aujourd'hui, il est question de l'ambassadeur d'Ukraine à Londres, qu'on dirait impliqué. Enfin, c'est cousu de fil blanc, tout ça. Tout le monde voit bien que les États-Unis sont derrière, que l'Europe est derrière, à expédier des enquêtes alors que tout est accablant. Comment vous comprenez que sur notre sol, ou en tout cas dans nos eaux territoriales européennes, il y a eu un attentat comme ça, avec des pays extra-européens, sans doute, dans les commanditaires, et que ça fasse pas plus de vagues que ça, si j'ose dire, c'est le cas de le dire, que on ne défende même pas notre propre intégrité territoriale, alors que ça remet en cause, en plus, toutes nos économies, parce que depuis ça, on voit toutes les réactions cascades du prix de l'énergie, mais aussi pour une grande partie de l'effondrement de l'industrie allemande qui tirait un peu l'Europe et qui aujourd'hui va entraîner beaucoup de pays dans sa chute. Alors concernant les valeurs européennes, justement, moi je les vois. Malheureusement, elles ne sont pas très respectées. Ce qu'on peut considérer de l'Europe qui a fait l'Occident depuis la Renaissance, c'est qu'il y a une valeur cardinale, c'est la liberté. S'il y a quelque chose qui incarne bien l'Occident, c'est la liberté. On
peut considérer que les valeurs européennes, c'est la liberté individuelle, c'est la protection de l'individu contre l'arbitraire, c'est tendre vers imparfaite, mais tendre vers la démocratie, et ça va être le respect de l'autre. Et comme on disait dans une certaine religion, ne pas faire à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Bon, voilà. On pourrait considérer que c'est ça les valeurs. Mais le problème, c'est que quand on se met à faire de la géopolitique avec des valeurs, ce qui est une catastrophe, il ne faut jamais faire ça. La géopolitique, c'est un espace de confrontation entre les États qui est plutôt froid, cynique, dangereux et violent. Comme le disait le général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc évidemment, les intérêts, ça ne marche pas avec les valeurs. Le problème, quand on fait de la politique en agitant le drapeau des valeurs, c'est qu'il faut le faire tout le temps. Et la respecter tout le temps. Parce que si on ne la respecte pas tout le temps, on passe pour des hypocrites. Ouais. Et c'est ce qui se passe. On ne peut pas d'un côté dire « Mon Dieu, c'est terrible, la Russie a envahi l'Ukraine » et puis après aller serrer la main du président Aliyev d'Azerbaïdjan parce qu'il nous vend du gaz. D'ailleurs, il nous vend du gaz russe parce que beaucoup de gaz qui vont à l'Europe vient de Russie et laisser faire, encore une fois, un nettoyage ethnique en Arménie. Bon, ça ne marche pas. Et le reste du monde le voit. J'ai pris juste cet exemple, mais il y en a des dizaines d'exemples de compromission et de ne parle pas des innombrables coups d'État et guerres illégales menées par les États-Unis qui abîment ces valeurs. Et c'est bien ça le souci. Maintenant, concernant ce que vous avez demandé, la question que vous avez posée sur le Nord Stream 2, alors, c'est très amusant. C'est-à-dire que l'ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne, c'est un certain monsieur Zaloujny. C'est-à-dire le dernier, le chef des armées ukrainiennes jusqu'il y a peu. C'est ça. Et c'est une farce. On sait que l'Ukraine était un pays problématique avant la guerre. Ça l'est toujours. Je parle de politique intérieure. Ça l'est toujours aujourd'hui. Normalement, il aurait dû y avoir des élections présidentielles en mai. Au sein de l'Ukraine, le pouvoir de Zelensky est très compromis et un de ses adversaires principaux, c'est Zaloujny. Et là, comme par hasard, il y a une attaque qui tombe sur lui. Et ce pauvre monsieur Zaloujny, qui était, je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps, le héros de l'Occident contre les hordes barbares russes, serait celui qui serait responsable de la destruction de Nord Stream 2. Mais c'est une honte, en fait. C'est une farce par rapport justement à ces valeurs que l'on prétend défendre. Et bien évidemment que Nord Stream 2 a été sabordé par les États-Unis. C'est une évidence pour toutes les personnes sérieuses, et en particulier les analystes géopolitiques réalistes américains. Et la question qu'il y avait dans votre question, c'est pourquoi est-ce qu'on a... Enfin, pourquoi, nous, on n'a rien accepté, mais pourquoi est-ce que les dirigeants européens acceptent ça ? Mais parce que ils sont tous atlantistes. On a une génération de politiques actuellement dans tous les pays européens, ou quasiment, qui ont été, comme les nôtres, formés à des endroits comme la French American Foundation, la FAF. La moitié François Hollande, Monsieur Macron, la moitié d'entre eux ont été à la French American Foundation. Imaginez que la moitié de nos ministres et nos 2 derniers présidents étaient membres de la Russian French Foundation. Il y a un petit côté main attachée envers le pouvoir du Kremlin. Bon, et ce sont des gens qui ne peuvent pas penser autrement la France que sous influence américaine. D'ailleurs, tous les textes, quand on parle de défense européenne, sont toujours écrits, c'est toujours sous parapluie de l'OTAN. Et donc, ils sont comme des poulets sans tête. Ils savent très bien qui a cassé, détruit Nord Stream 2. Mais tout leur logiciel et leur façon de penser est ce qu'il est. Il est atlantiste. Et on ne peut pas demander à ceux qui sont responsables d'un problème d'en trouver la solution. C'est ce que disait Einstein. Donc, voilà, ils sont comme des poulets sans tête et ils continuent à annoncer défendons nos valeurs et continuons une guerre qui est totalement absurde pour l'ensemble de l'Europe qui est... C'est en train de devenir le 3e suicide européen. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on a un début d'un 3e suicide européen. Il faut noter d'ailleurs que toute la quasi-totalité des gens qui interviennent dans les chaînes dites d'information
qui sont présentés simplement comme des universitaires, des professeurs, des experts, sont en réalité des gens à la tête de think tanks, d'organisations privées ou parapubliques financées par des faux-nés des États-Unis, par des faux-nés de la CIA, bien souvent. Donc, souvent, c'est même pas des faux-nés, Didier. Et souvent, et parfois, c'en est pas. C'est pas souvent, mais parfois, c'en est pas, en effet. C'est tout à fait assumé. C'est tout à fait la réalité, mais ce n'est pas assumé. Je pense au American Council. Parce que dans les synthés, ça n'apparaît jamais. Vous avez experts, vous avez professeurs, spécialistes de stratégie, géopoliticiens, mais géopolitistes, géopolitologues, mais vous n'avez jamais, en fait, à la tête de tel ou tel lobby, tel ou tel organisme américain. Mais oui, mais bon, le problème n'est pas de faire partie d'un lobby ou d'un think tank américain. Pourquoi pas? Comme vous le dites, le juste, c'est de le dire. Alors parfois c'est dit. Okay. Alors il y a c'est pas l'American Council, c'est le Atlantic Council. Il y a le German Marshall Fund. Enfin bon, il y en a tout un tas divers et variés. Certains sont effectivement, comme dit, des faux-nés. D'autres sont parfaitement pignon sur rue. L'honnêteté, c'est de le dire. En fait, le problème n'est pas de dire ce que les gens disent, c'est de masquer de quelle position ils le disent. Donc je suis d'accord avec vous. Alors justement, ce qui est très compliqué dans cette guerre en Ukraine, c'est, tiens, je vais prendre Jean Daumerché, qu'on ne peut pas suspecter d'être pro-russe, et qui intervient régulièrement sur LCI, et qui a écrit son dernier ouvrage. Là, il parle de l'armée française comme étant d'une armée américaine au format bonsaï, c'est-à-dire en fait très bien équipée, mais toute petite, avec un rayon d'action très limité et très limité dans le temps, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir un peu les rodomontades, certains diront les excitations d'Emmanuel Macron ou de l'état-major des armées, qui, peut-être sous la contrainte ou le conseil très appuyé d'Emmanuel Macron, publie des tribunes dans le monde pour dire nous sommes prêts, comme l'avait fait d'ailleurs l'état-major à la veille de Sedan. Alors, deux choses. D'abord, l'armée française a été largement sabordée. De plusieurs manières, ses effectifs ont été considérablement réduits. Et sous impulsion de l'OTAN, par le concept de Smart Defense, défense entre guillemets soi-disant intelligente, nos industries de défense ont été mutualisées. Ce qui fait que ce dont l'armée française était capable encore il y a peu, c'est-à-dire se projeter très rapidement dans l'opération Serval au Sahel, n'est plus possible aujourd'hui. Parce qu'on s'est mis au standard OTAN, donc qui est très très lourd, très technologique, qui réduit, qui empêche totalement de faire ce que nous faisions, ce que faisaient nos armées, et nous inscrit, comme toutes les armées européennes, encore une fois, derrière l'OTAN, comme une sorte de supplétif, avec chacun ses petites spécificités. Chaque pays a ses spécificités et ses bouts d'industrie de défense, comme des supplétifs d'une puissance hégémonique, les États-Unis. Donc bon, ça c'est une catastrophe. Alors évidemment, nous n'avons plus l'armée qu'on pouvait avoir quand moi je faisais mon service militaire encore, mais qui était au début des années 90, une armée, on avait 1200 chars, c'est-à-dire qu'on pouvait peser dans le débat géopolitique, et quand il était de question de donner ou pas donner des chars, on n'était pas dans la situation actuelle, on en a 226 dont la moitié ne roule pas. Donc bon, évidemment c'est une farce. Et donc on a une armée bonsaï, une armée sans munitions. Moi je suis ancien combattant, j'ai servi en Afghanistan. Et là-bas, c'était en 2006-2007, j'étais assez longtemps en mission, en opération extérieure en Afghanistan, on nous donnait 180 munitions pour nos sorties, c'est-à-dire 6 chargeurs. Et encore, il fallait dégrailler, alors pour ceux qui savent, c'est sortir les balles des blisters plastiques et pour 2 chargeurs. Bon, c'est évidemment une farce. Et c'était il y a 17 ans. Donc les choses n'ont fait qu'empirer de ce point de vue-là.
Ce qui amène à la question de la souveraineté, parce qu'on a parlé au début, avant la Covid, le mot souveraineté était quasiment un mot grossier. C'était, puisque vous avez cité la phrase que vous avez prise sur notre site, c'est des trucs d'extrême droite, c'est pas bien, la souveraineté. Quand les gens se rendent compte qu'on n'arrive pas à fabriquer de masques de Doliprane et que quasiment aucun médicament de nos pharmacies ne vient de France, donc ça n'a rien à voir avec qu'on n'a pas de munitions pour nos soldats, que la souveraineté, quand même, dans certains domaines, ça serait une bonne chose. Voilà, on ne l'a pas. Ce qui fait que ce que fait Macron... L'escroquerie, si vous me permettez, consistant en l'épithète ajoutée ensuite par M. Macron, souveraineté, maintenant il dit européenne chaque fois. Mais, je referme la parenthèse. Ça c'est une parenthèse importante parce que Emmanuel Macron est, je crois, un des meilleurs présidents qu'on ait jamais eu, au sens où il fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est-à-dire bâtir la souveraineté européenne, qui implique de casser la France. Ce qu'il fait très très bien. C'était son discours d'août 2017. Il vient d'être élu président de la République devant les ambassadeurs. Tout était dit. Souveraineté européenne. Il va le faire à la Sorbonne juste derrière. Souveraineté européenne. Après, il ira le faire devant les pauvres Grecs que l'Union européenne et la Banque centrale européenne ont écrasés. Il dira souveraineté européenne. Et puis, il fera le traité de l'Élysée qui est un début de trahison et de transfert de souveraineté du régalien. Qui est en train de se discuter au niveau européen. Voilà. Mais ce qui est important à voir, et c'est un enjeu central de ces élections européennes, c'est pour ça que nous on y va principalement, c'est que ce qui se joue là, avec les rodomontades bellicistes ridicules d'Emmanuel Macron, ce qui sait très bien l'état de nos forces, et il sait très bien aussi qu'on ne met pas en contact des armées régulières de deux nations nucléaires. C'est stupide, c'est une leçon de base de dissuasion nucléaire. Bon. Tout ça, il le sait très bien. Ce qu'il fait, c'est pour la politique intérieure. C'est à ça que ça lui sert. Il doit masquer une situation économique catastrophique, une dette publique qui s'est envolée comme jamais, une dette des ménages, des entreprises qui est atroce, une inflation qui a à peine freiné mais qui n'a pas été compensée par une amélioration des salaires. Bref, tout va mal. Et lui et les autres européistes, même si ça coûte à l'Europe, même si les États-Unis ont sabordé Nord Stream 2, se servent de la guerre en Ukraine pour avancer leur objectif principal, qui est de faire une Europe fédérale. Et donc de perdre définitivement toute souveraineté. Et ce n'est pas pour rien qu'on a des discussions sur le transfert de la frappe nucléaire à l'Europe. Bon, tout ça toujours dans un brouillard où ils disent mais non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Vous ne pouvez pas avoir une Europe fédérale avec l'arme nucléaire dans un seul pays. Les États-Unis sont un pays fédéral et ce n'est pas la Californie ou l'État de New York qui dispose de l'arme nucléaire. C'est Washington. Bon, eh bien, si demain on arrive à construire l'Europe fédérale, ils arrivent à construire l'Europe fédérale, eh bien, on aura une perte également de cette dissuasion. Et j'insiste sur ça, la guerre en Ukraine, la manière dont elle est abordée, cette discussion sur la manière dont on défendrait nos valeurs, la menace russe d'invasion de l'Europe, ça sert exclusivement à nous voler nos dernières pans de souveraineté. Merci beaucoup messieurs, merci Didier Maisto, qu'on retrouve la semaine prochaine à la même heure, et merci Georges Kuzmanovic, je le dis bien cette fois-ci. Je rappelle que vous êtes président du mouvement République souveraine, fondé en 2019, et que vous allez donc sans doute présenter une liste aux élections européennes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.